Les mains dans la pop. Ok, Les mains dans la pop. c'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour les amours, bienvenue dans Les mains dans la pop. Ici au micro, c'est Mao Drama. Et en face de moi, le meilleur chroniqueur de toute la Terre, c'est... Audrey. Et à côté de moi aussi, le meilleur invité de tous les temps, c'est Martin Dust. Bonjour Martin. Bonsoir. Waouh. Ok, that's the mood. On va parler actu, tendance et décryptage de la pop culture. Mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Je suis ravie de vous retrouver après une petite semaine de convalescence dans laquelle je n'ai pas rattrapé ma fatigue. Et aujourd'hui, c'est Kumbis qui n'est pas là, mais elle nous a envoyé des nouvelles de la Fashion Week en direct des Front Row parce que la meuf est assez classe. En fait, elle fait la mode à Combini. Et voilà, fin de la phrase. Du coup, elle va pouvoir nous faire un petit vocal et nous raconter comment était Vuitton. C'est une phrase qui existe. Cette semaine, dans Les mains dans la pop, notre sujet du jour, c'est, alors pas juste un membre des Cabarets de Poussière, le fondateur, le créateur, le Cabaret de Poussière, le meilleur cabaret de la Terre. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je dis pas ça parce que j'y ai déjà joué, mais je dis ça parce que j'y ai déjà joué. Et si on avait pu voir tout le monde, on aurait tout le monde, notamment Clara, la superbe metteuse en scène. Mais aujourd'hui, donc au micro, créateur, artiste de cabaret et maître de cérémonie Martin Dust. Tu es aussi chanteur, tu écris, tu danses, Non, tu fais de la danse, je musique. sais pas. Dis-moi un truc que tu sais pas faire pour ta présentation. Je suis pas très coordonné, j'ai du mal à faire la différence entre mon haut, mon bas, ma droite, ma gauche, donc ouais, c'est vrai que... Et en plus, tu es souvent nu, donc tu fais Oui, rarement la oui. différence entre vêtements et pas vêtements. Enfin, c'est Ouais. assez complexe. Et Audrey, tu vas bien? Ça va, franchement, je me suis bien reposée ce week-end. Week-end prolongé à Berlin. Ah me revoilà. Mmh. À Berlin, ok. En solo? Oh, wow, À Berlin, wow. Point. un Avec solo combien de gens? réparateur. Vas-y, raconte-nous. J'ai rejoint des amis là-bas. Ok. On était 4-5. C'était hyper cool. Je vais m'arrêter là dans la description de mon Trop week-end. bien, trop bien. 4-5, on n'est jamais très sûr de combien on est à Berlin. Ça, c'est clair, putain. Le nombre d'AVC fait là-bas. Mais avant les AVC, on va parler des gagnants ou des gagnantes ou des perdants ou perdantes de la semaine. On va remettre des trophées, des lauriers qu'on appelle les losers ou les winners de la semaine. Des formes de up and down si tu le veux, Martin. Voilà, mais d'abord, jingle. Win ou lose, Oui. telle est la question. Quel loser? C'est Ma chaud. nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Et bah alors, roulement de tambour, mais bientôt une première réponse avec Audrey. Alors, tu as choisi un loser pour nous, me semble-t-il. Aussi, Ouais. parce que j'ai le conducteur sous les yeux. Aussi, le script littéralement. Le loser pour moi cette semaine, c'est tout simplement la justice française. Très bien. Voilà, on met tout le monde dans le même paquet. La justice française qui est vraiment à géométrie variable pour changer. Alors je m'explique. Le 9 juin dernier, un Français âgé de 43 ans a été condamné à une peine de 8 mois de prison ferme pour vol de 10 CD du prochain album de Taylor Swift. Je sais pas si t'avais vu passer l'info. Mais je sais, non, mais en fait, je sais pas si la vanne, c'est parce que c'est Taylor Swift et qu'il a quand même volé pour ça. Non pas un, mais 10. Ou le 10 fait, CD bien très sûr, précis. que j'entends que la peine est disproportionnée, tandis Voilà. que des violeurs n'ont jamais rien d'autre que... Bah rien. Du tout. Exactement. Donc en fait, il a volé 10 CD du prochain album de Taylor Swift qui s'appelle Speak Now Taylor Swift Version. Et c'est des disques qui ont été dérobés directement en fait dans l'entrepôt de pressage de la ville du Mans qui s'appelle Moutage Plastique de l'Ouest, si vous voulez tout savoir. Nous voulons tout savoir. Et qui s'occupe du coup du pressage de tous les disques dans toute l'Europe. Et donc c'est important de souligner que cet album, c'est pas un album inédit, mais c'est une réédition. Car si ça avait été un album inédit, il aurait eu 1 an et demi de prison. Ouais, exactement. Une réédition de son 3e opus qui était initialement sorti en 2010 et dont la date de sortie là était prévue ce 7 juillet. Donc les plans sont un petit peu bousculés. L'homme en question, il a volé ses disques pour les vendre sur le Bon Coin parce qu'il avait besoin d'argent. Et voilà, il a réussi à en tirer un total de 250 € après avoir vendu seulement 6 CD. Moi, je m'y connais pas trop, mais je trouve que c'est pas un hyper bon deal. Je pense qu'il aurait pu vendre un peu plus. Des CD Oui. quand même, enfin pas inédits, mais que personne n'avait Audrey, encore il a vu. choisi un opus déjà sorti de Taylor Swift. Il y a un moment, si tu voles, vole bien. Merde, enfin, franchement. Mais en plus 250 €. Au moins, le pour prochain 6 L'Homme CD. Pâle, un truc qui puisse faire vibrer les galeries d'art du 11e arrondissement. Mais bon, Je pense certes. qu'il aurait pu en tirer un peu plus quand même. Donc non seulement il a pas de bol, mais en plus d'être mauvais businessman, il est tombé sur une acheteuse qui s'est révélée être une employée en fait des ressources humaines de l'entreprise en question qui a été cambriolée. Donc résultat, évidemment, elle a alerté la police et il a pris 8 mois ferme. Comment elle est grave procédurière. Alors grave. Non mais je pense qu'elle a Elle m'a vraiment. fait un truc sur le Bon Coin, la mode genre police. On dirait une
Karen à la française. Comment C'est on appelle une exactement Karen? ça. Une Caroline? Caroline ou Une Anne. Une Catherine. Catherine, Une c'est pas Catin. mal. Une Catin. Et ben, en fait, à l'heure actuelle, il y a toujours 2 CD du coup qui manquent. Donc, tout le monde est à la recherche des 2 CD manquants. J'ai l'impression que c'est un vrai faux fait divers que tu me racontes. Mais non, Alors, je te jure que c'est vrai. Et apparemment, ça met l'entreprise de pressage vraiment dans la sauce parce qu'en gros, si Universal venait à résilier son contrat avec l'entreprise parce que c'est pas ouf quand même comme incident, ça compromettrait en fait l'avenir de l'entreprise. Enfin, ça mettrait en cause plein d'emplois, des millions d'euros en jeu. Donc voilà. Bon, d'après la société, voler c'est pas bien, certes, mais je me dis quand même, je suis pas tout à fait Comment d'accord. t'as dit ça en levant les yeux au ciel? Pour nous, ça dépend qui on vole. Pour nous, c'est de l'anticapitalisme, mais pas du vol. Tu connais la chanson, Martin. Le vol, c'est du communisme. Mais je me dis quand même que la justice française est plus dure avec un voleur de CD qu'avec des violeurs, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça reste un petit peu coincé entre mon oesophage et... Et le fait que les CD existent encore, en plus, je viens de me dire, c'est incroyable. Et des gens en achètent. Oui, c'est À vrai. 250 € seulement les 6 exemplaires. On y revient toujours, c'est vraiment un fait divers. Je pense vraiment les fans, les grands fans quoi, qui veulent avoir un objet collector, se sont dit allez. En plus, c'est le truc qui est pas encore sorti, donc ils ont sauté sur l'occasion. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui se sont offusqués aussi de cette peine, donc vraiment ferme, 8 mois ferme, je le répète, sur différents réseaux sociaux en disant ouais, les disques ont plus de justice que les femmes, les personnes queer et trans, les enfants et les personnes handies. On vit dans un monde où voler les albums de Taylor Swift, c'est plus grave que d'harceler des meufs ou de faire de l'évasion fiscale. Enfin, j'en passe, mais voilà, les gens sont pas très contents de cette peine parce que quand même 8 mois ferme, c'est énorme. Enfin, énorme en tout cas, comparé à ce que la justice française peut faire pour d'autres faits bien plus graves. Je trouve ça quand même ouf. Donc voilà, pour moi, c'est la justice française, loser intemporel et loser de la semaine. Merci Audrey. En vrai, j'ai adoré ce fait divers. Je m'en suis un peu délectée. Tout était était drôle et tout était une vanne. Et la merveilleuse voix qu'on a entendue, c'est évidemment celle de Martin Dust. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce que tu veux nous parler d'un fait divers? Est-ce qu'il y a un up, un down, quelqu'un à qui tu veux remettre un trophée? Non, mais ça me rappelle ton histoire, ça me rappelle aussi des condamnations de SDF pour une bûchette de fromage de chèvre ou pour des mères de famille qui avaient volé des paquets de pâtes ça, et qui se toujours le truc prenaient qui tire l'arme, 6 les mois mères de de famille. ferme. Ouais, non, mais Et c'est complètement aberrant, effectivement. Il y a un vrai problème dysfonctionnel et systémique avec notre justice, qui n'a de justice que le nom, malheureusement. vraiment à géométrie variable, comme je disais, il suffit d'être Taylor Swift et voilà. La fin de la phrase. D'être blanche et blonde, tu veux dire? Blanche, blonde, riche. Donc pas de loser pour toi, tu veux condamner personne? Je passe à mon winner. La justice aussi. Vas-y, passe à ton winner, parce que non, mais sinon, il y a Parce que tellement de tu choses à dire. digères Moi, le truc qui m'a énormément. tellement énervé, là, c'est ce qui s'est passé à Mayotte, où l'État français est quand même allé et détruire des bidonvilles et expulser des gens en masse hors de tout cadre légal pour les renvoyer aux Comores. Il y a un terme dans le droit international, ça s'appelle une déportation, qui est aujourd'hui organisée par l'État français. Ça m'hallucine qu'on n'en parle pas plus. Ça, donc voilà, c'est un peu dans la continuité. Merci d'en parler, Voilà. parce que je pense que ça, c'est un bon loser. Bravo Martin, C'est t'as parfaitement répondu à l'exercice. très gros loser. Et toi, Mao, est-ce que tu veux nous parler d'un winner pour contrebalancer? Oui. Alors oui, c'est même des winneuses. Non mais parce que on va encore parler de quelque chose de problématique dans notre société, c'est-à-dire le viol. Mais il y a d'abord un C'est bien, on se marre aujourd'hui. On est de bonne humeur, on a fait 9 heures de sommeil. Je suis désolée, c'est un peu parfois genre le podcast de l'indignation, les mains dans la pop, mais en même temps, ça nous fait du bien, c'est une forme de On thérapie. déverse notre colère. Exactement, mais il y a de la joie dans la colère. Après, on parlera de toi et ça, ce sera une joie. Pour introduire mes winneuses, je voulais faire un petit préambule. Il y a longtemps, j'étais pigiste à Midi Libre et c'était en 2018. Et à l'époque, il y avait Bertrand Cantat qui avait tenté de faire un énième retour. Et le premier concert de sa tournée, c'était au Rockstore à Montpellier, qui est donc la ville où il y a le siège de Midi Libre. Et je me souviens qu'à l'époque, je vais couvrir une manifestation. 2 manifestantes qui décident d'y aller avec des pancartes pour faire annuler le concert. Le concert n'est pas annulé. Elles y vont, puis ça donne un truc hyper difficile, tu sais, entre genre des manifestantes qui disent bouh quand il y a les gens qui rentrent, les gens qui disent pute, et puis il se passe rien. Et en fait, au final, comme ça a été couvert par la presse et des titres nationaux, toute la suite de la tournée de Bertrand Cantat a été annulée. Il n'a plus jamais pu refaire son retour musical. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, c'est l'effet papillon. Parfois, c'est juste l'action de 1 à 100 femmes qui permet... Pipillon. L'effet femme pillon, quoi. Parce que là, voilà, en fait, là, j'arrive à mes winneuses. Je mets
Bon, faut savoir, chers auditeurs, que nous sommes extrêmement fatigués de ce micro. Disclaimer. Martin est au bout de sa life parce qu'il ne dort que 5 heures et qu'il produit 4 spectacles et que Virginie Despentes vient peut-être au cabaret de poussière. Et moi, je suis au bord du burn-out depuis maintenant 5 ans et je m'arrêterai là dans la description de ma vie en ce moment. Tout ça pour dire, je mets tous mes jetons dans le même jupon pour dire que jeudi dernier, 15 juin, à Marseille au Silo, Gérard Depardieu a voulu faire un concert pour rendre hommage à son amie d'antan Barbara. Or, vous le savez peut-être, il a été mis en examen pour agression sexuelle et viol, mis en examen, donc il y a des preuves. C'est pas je sais qu'il n'est pas encore condamné et tout, mais enfin bon, on n'est pas dans des accusations ont été proférées à la suite d'une enquête de Mediapart extrêmement détaillée en 3 épisodes sur 3 ans. Et donc, une centaine de manifestantes y sont allées, elles ont dit bouh, il s'est rien passé, le concert a pas été annulé, mais je me dis, voilà, ce sont les premières, peut-être que ça va mettre une petite pierre à ce qu'un jour, la tournée de Gérard Depardieu soit annulée. Mais d'où il est en tournée en plus? Gérard Depardieu. Bah, parce qu'on est en France. J'imagine que c'est un Casanova et non un violeur. Oui. C'est un monument, non un violeur. Je peux le dire avec plein de trucs. Un monstre, non un violeur. Enfin voilà. Est-ce que tu veux remettre une win à quelqu'un, Martin? Moi, du coup, ça me rappelle une activiste qui avait montré ses seins devant l'Odéon pour permettre au théâtre et aux artistes de s'exprimer et au théâtre de réouvrir. Et aujourd'hui, tous les théâtres sont réouverts et les artistes s'expriment. Donc, je pense que c'est grâce à elle. Donc voilà, je me souviens plus de son nom, mais je voudrais vraiment remercier cet artiste qui avait montré ses seins en défiant la police devant le théâtre. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, cher Audrey, il parle donc de moi. J'avais fait un truc à la Femen pour faire du soutien aux gens qui étaient dans des théâtres, mais l'ouverture des théâtres n'a rien à voir avec moi. Mais j'ai été arrêtée par la police, donc voilà. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes seins, Mao. Bon, la dernière fois, ils sont énormes. Non mais bon, bref, c'est juste fun. J'en parle dans mon spectacle. Voilà, venez voir mon spectacle si vous voulez avoir toute l'anecdote et savoir comment mon arrestation s'est terminée. Maintenant, Audrey, aurais-tu un ou une winneuse? Ouais, je vous en ai un petit peu parlé la semaine dernière en parlant des outdoors. Et cette fois-ci, je vais vous dire un petit peu quels sont les lauréates. Avec grand plaisir. Oh, trop cool. Ouais. Donc je vous en parlais. Ça a eu lieu le 18 juin dernier. Donc c'est la cérémonie des outdoors. Pour rappel, c'est une remise des prix organisée par l'association des journalistes LGBTQIA+, l'AJL, qui récompense du coup des personnes et des initiatives qui œuvrent pour la représentation des personnes LGBT. Du coup, je sais pas si vous avez regardé, vous, la cérémonie, si vous avez pu voir un petit peu. J'avais un pote qui remettait en plus le prix... oui, Lou Trottignon, il remettait le prix de la personnalité de l'année. Ok. Et il m'avait pas plus. Non, je dirais pas plus, mais il m'avait donné une invite et je voulais être là. Et c'est vraiment à cause de la fatigue que j'y étais pas, mais tout le cœur. Et j'étais grave sur la story de la JL en mode qui a gagné? Et ils ont mis la story le lendemain. Bref. Et du coup, qui a gagné? Tu y étais, toi? Non, j'y avais pas, malheureusement. Bon, fais-nous session de rattrapage. C'est Paloma, du coup, la gagnante de la première saison de Drag Race France. Ouais. Qui a été sacrée personnalité de l'année. Et donc, elle succède à la DJ militante Barbara Butch. Et donc du coup, d'après un article de 20 minutes, ce n'est que le début d'un long succès, puisque Paloma aurait aussi décroché un rôle dans les séries Une si longue nuit, Balthazar, et elle figurera aussi dans le casting de The Walking Dead, Daryl Dixon. Mais oui, incroyable. Et aussi, elle est chroniqueuse sur Quotidien, que j'ignorais, mais assez régulièrement. Enfin voilà, bref, Paloma sur tous les fronts, quoi. Go c'est girl. C'est vraiment la personnalité de l'année. Elle représente. Ouais. Ah bah oui, et puis elle représente bien. En plus, elle est bien dans ses pompes de combat et tout, moi j'aime bien. Super. Et du coup, pour le reste des récompenses, il y a aussi Célène Agapé qui a remporté le Outdoor 2023 de la catégorie Enquête Reportage pour son reportage consacré à la difficile libération de la parole LGBTQIA+, aux Antilles, 10 ans après le mariage pour tous. Et j'ai pas encore vu le reportage, mais ça m'a donné envie de le regarder. Venant des Antilles et étant une personne queer, du coup, je trouve ça hyper cool de s'intéresser à tous ces sujets-là. Ensuite, la lauréate du prix Coup d'éclat artistique, c'est Yael Langman pour sa série Cher tendre, diffusée sur France TV /. Et en gros, c'est une série qui retrace les aventures d'une ado intersexe. Pareil, ça m'a donné envie de le voir, donc je sais pas si vous l'avez vu, cette série. Non, mais ça me passionnerait. Ouais, ça a l'air plutôt cool, c'est assez rare, tu vois, ce genre de représentation d'adolescentes intersexes. Et enfin, il y a eu aussi des lauréates du prix documentaire, le documentaire qui s'appelle Voyage au Gouinistan. Merveilleux nom quand même. Voilà, exactement. C'est Christine Gonzalez et Aurélie Cuta qui racontent leur parcours et leur quotidien en tant que couple lesbien en Suisse. Et oui, Christine Gonzalez qui est aussi dans C'est encore nous sur France Inter, avec Charline et moi. Bref. Avec Charline et qui?
Moi, je l'embrasse, elle est merveilleuse, Christine. C'est vraiment une des journalistes les plus talentueuses que j'ai rencontrées de ma vie. Ok, allez regarder le documentaire Voyage au Guinistan. En plus que d'avoir un super titre, je suppose que... Et en Suisse, c'est des fous. Enfin bref, c'est un pays hyper... J'aimerais bien dire catho, mais c'est pas vrai. Non. Juste hyper bourgeois, hyper structuré, raciste. Enfin, c'est un truc... C'est génial, vraiment. J'en ai eu l'expérience. C'est vrai? Ah merde. Ouais. Bon, en tout cas, c'est l'occasion d'aller checker le travail de toutes ces personnes, mais aussi de celles qui ont été nommées, mais qui n'ont pas été lauréates. Et vous pouvez revoir l'intégralité de la cérémonie sur la chaîne YouTube des Outdoors. Merci Audrey. Voilà. Est-ce que t'as un winner, un loser? Moi, j'ai plus rien à rajouter, mais est-ce que t'as envie de nommer quelqu'un personnalité de l'année? À part ta maman ou une jeune femme qui aurait montré ses seins dans je vais l'Odéon? nommer Xavier Belin, puisque c'est comme ça, qui est mon directeur musical oui. au Cabaret de Poussière, que moi je trouve absolument merveilleux. Son premier album s'appelle Pitek Pi, c'est du jazz caribéen fantastique, mais surtout cette année, il revient d'une longue résidence de 2 semaines en Guyane pour à la recherche des musiques traditionnelles en Guyane, et c'est passionnant, et il fait une résidence tous les mois au Baiser Salé qui s'appelle Pléonasme, où il fait découvrir toutes les musiques de la Caraïbe, que ça soit tant traditionnel que le jazz d'aujourd'hui, et c'est vraiment fascinant, il est incroyable. Donc moi, de toute façon, tous les jours, ma personnalité de l'année, c'est Xavier Belin. Trop bien. Bon, chère auditrice, nous-mêmes et vous aussi, allez écouter Xavier Belin. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Et nous avons osé l'inviter Martin Dust, fondateur du Cabaret de Poussière, artiste multiple, qui à la fois écrit, interprète, chante, danse, se met à nu, compose, fait des puzzles, se sape, je peux continuer énormément de qualité, marche, respire chaque jour avec encore plus de prestance. Rebonjour Martin, c'est un peu con, c'est déjà dit bonjour. Bonsoir. Mais voilà, juste pour ce moment, pour que vous puissiez en profiter. Alors, ce moment d'interview va se passer en 2 parties. Je vais te faire une biof. C'est une bio, mais bof. C'est pour moins travailler. Non, c'est une bio approximative avec volontairement des erreurs pour que tu m'interrompes avec un buzzer imaginaire qui fait le son de ton choix. Moi, j'ai mis Bravo les lesbiennes ou Radio Nova. Radio Nova. Ou Xavier Belin, peut-être. Xavier Belin. Ou Radio Nova. Radio Nova ? Radio Nova, Bravo les lesbiennes, je pense les deux. Ok, tu t'amuseras comme tu le souhaites. Donc voilà, en fait, quand je fais une erreur, tu m'interromps, tu me reprends pour te raconter un peu. Si Audrey veut intervenir et te poser une question, elle le fera évidemment. Et ensuite, elle te posera plus des questions confidences et un peu deep. Car moi, je reste en surface. Vous le sachez, mon cher, je suis superficielle. Et Scorpion, allez, 2 défauts pour le cri d'une jolie femme. Alors, Martin est né d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il n'a pas d'âge, puisque finalement, à 150 ans, il a déjà vécu plusieurs vies. C'est tout à fait vrai. Donc tu vas pas m'interrompre pour 150 ans pour donner ton vrai âge. Non, t'es le deuxième invité à nous faire le coup. Tu sais, la dernière fois, il y avait un journaliste pareil. Que tu n'as prononcé absolument aucun mensonge. Parmi les premières vies, j'en ai mis pêle-mêle. En plus, en me rattachant à des souvenirs que j'ai de conversations avec toi, alors certaines n'étant pas sobres, ça donne des choses assez bizarres. J'ai mis ado rebelle quitte la maison à 17 ans. Mais après, je me suis dit 15 ans. Bravo les lesbiennes. 15 ans, effectivement. Putain, c'était 15 ans. C'était 15 ans. Alors, tu peux me raconter vite fait le contexte? T'étais au collège, au lycée? J'étais au lycée, j'arrivais au lycée. Moi, j'avais demandé... À Paris, je me rappelle. Ouais, moi, je suis parisien, mais du coup, j'avais demandé à faire un lycée à Châtellerault. Alors, pas parce que j'aime Édith Cresson, mais parce que c'était le seul lycée de France à faire... Édith Cresson vient de Châtellerault? Ouais, c'était la mère de Châtellerault. Oui, j'ai beaucoup On d'informations inutiles comme ça, j'essaye de m'en débarrasser. Donc moi, je voulais faire un lycée à Châtellerault, qui est le seul lycée au Pion Art du Cirque de France. Ah, il y a au Pion Art du Cirque. Ouais, et mon 10 de moyenne les a pas impressionnés plus que ça. Du coup, je me suis retrouvé à Bergson. Ah bah oui, je connais Bergson, évidemment. À Paris, dans le 19e. Et quand je suis arrivé et que j'ai compris qu'on avait passé tout le premier trimestre en cours de français sur l'autobiographie, je me suis dit non, ça va aller. C'est vrai, t'as fait le truc de coupure parce que juste ça te faisait chier les cours qu'il y avait? C'était même pas par rébellion envers les parents ou le système ou un truc complexe? Mao, l'autobiographie. Oui. C'est une histoire, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de sa propre vie. Voilà. On peut effectivement lire 2-3 extraits. Il passait tout un trimestre. Non, moi, j'avais pas le temps. Ça me faisait chier. Alors, je me suis cassé. Mais évidemment, tu te casses pas du lycée moi, j'avais 14 ans et demi, parce que je suis de la fin d'année. Je suis Scorpion aussi. Tu te casses pas du lycée comme ça, sans que tes parents ils te disent pas oui, bien sûr, reste à l'hôtel, y a pas de problème, mon chéri. Donc, ça a forcément un peu complexifié les rapports avec eux. Et du coup, je suis parti assez vite. Et alors, pour moi, t'es parti aux États-Unis. À 18 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 14 et 18?
Je rentre chez Act Up, je fais des manifs, il y a un mouvement lycéen, j'y participe, à la fin du mouvement lycéen, je rentre chez Act Up, texto. Hein. Donc j'arrive à Act Up, qui me dit, il y a un petit cabaret là-bas, il y a que des travelottes moches et pas drôles, vas-y, tu seras la plus belle et la plus drôle. Les gars me disent vraiment ça, et je les écoute, j'y vais, et c'est dans ces petits cabarets parisiens que j'ai commencé à me former dès l'âge de 15 ans. Alors je buvais pas d'alcool, et c'est comme ça qu'ils me laissaient un peu monter sur scène, parce que j'étais là, je vous jure, je bois pas d'alcool, je m'en fous, c'est de la merde l'alcool, j'en ai rien à battre de votre drogue de merde. Donc je montais et je chantais, c'est comme ça que j'ai rencontré Bambi, que j'ai commencé à rencontrer tous ces gens, que je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma maison. Et moi aussi, j'avais noté que tu buvais pas d'alcool, t'en as donc jamais bu en fait ? J'en ai, ça a pu m'arriver. Mais c'est pas... Parfois, je peux faire des exceptions, genre à des enterrements de copains, genre... D'accord, c'est deep comme exception. Voilà, on peut boire une coupe de champagne, mais du coup, je suis rebou. Mais genre à une demi-coupe de champagne, c'est ridicule. C'est dingue, le monde du spectacle qui est rempli de dangers, de se mettre en danger et de rapports extrêmes à soi-même. Je suis bien placée pour en parler par rapport à moi. Et toi, t'es pas du tout sur ce penchant-là. Je pense que j'ai vraiment eu la chance de rencontrer cette merveilleuse association qui est Act Up Paris quand j'avais 15 ans, avec des gens absolument merveilleux à l'intérieur. Ouais. Je pense notamment à Gérald Sanchez, mais il y en a eu tellement d'autres. De ces gens qui m'ont vu arriver à 15 ans et qui m'ont vraiment appris et formé et donné des très bonnes bases. Moi, je dis que j'ai pas fait de lycée, j'ai fait Act Up et c'est pas qu'une blague, et pour moi c'est très vrai, parce qu'ils m'ont donné une base et ils m'ont appris à apprécier les choses de la vie sans trop me mettre en danger. À une période de la vie, on peut beaucoup se mettre en danger, et ça m'a permis de garder je trouve un rapport à peu près sain avec tout un tas de choses où normalement, je serais plutôt dans ton équipe. Hein. Ok. Tu écris beaucoup depuis toujours, et beaucoup de chansons, c'est même ton revenu principal. Ouais, c'est la moitié de mes revenus avec mon intermittence. Ouais. Et moi j'ai mis que tu étais devenu multimillionnaire en droit SACD parce que tu as coécrit l'album de quelqu'un de très connu, je sais pas si tu m'autorises à dire son nom. Alors c'est en droit SACEM, mais oui, j'ai participé au premier album d'Eddie de Pretto. Et au second également, je crois qu'il y a Non, pas au second. Pas au second, très bien. Bravo en tout cas pour les millions empochés à ce moment-là, puisque en plus le premier album... Milliards. Les milliards. Les billiards. Les billiards. De droit, SACEM. Bon, moi je trouve que le premier album d'Eddie est vraiment un chef-d'œuvre, et ça m'étonne pas que tu y aies participé. Il y a une plume qui est magnifique, qui se lit tout au long de l'album. J'ai mis que tu avais créé en 2016 le cabaret de Poussière, car c'était le seul espace où tu pouvais exister tel que tu étais, parce que Madame Arthur voulait des créatures plus polissées. Tel endroit, fallait que ce soit moins politique. Alors non, pas du tout. Moi, j'ai jamais travaillé chez Madame Arthur. Déjà, le buzz, c'est Xavier Belin. Oui, j'ai dit que tu n'avais jamais voulu y aller. Ouais, mais pas parce qu'il voulait des choses polissées, parce que surtout là, depuis la rentrée, un spectacle sur deux, elles font la déclaration d'indépendance du Gouinistan libéré. Donc, on peut pas dire que ça soit toujours très polissé ou pas politique, Madame Arthur, comme tous les cabarets. Mais oui, c'est vrai que j'étais dans beaucoup de petits cabarets qui voulaient des choses un peu moins politiques que ce que moi j'avais envie de faire. Je peux être un peu sale gosse parfois dans ma façon de parler sur scène. Je peux aller titiller les gens, les confronter. Parfois, hier soir encore, ça m'a éclaté. On était face à une salle un peu dure de professionnels qui rigolaient vraiment pas. Il y avait vraiment des moments où on avait l'impression d'être en répète devant une salle vide. Et du coup, il y a un moment, j'ai fait exprès une blague un peu homophobe qui les a beaucoup fait rire tout d'un coup. Et du coup, je les ai juste torchés tout de suite en disant « Ah bah voilà, il suffisait de faire de l'humour homophobe. Et là, on vous entend. » Ce qui les a recalmés, évidemment, immédiatement. Mais voilà, donc je peux être un peu piquant comme ça. Et ouais, j'étais confronté à plein de patrons qui me disaient non, tais-toi. Donc j'ai dit ok, ciao les moches. J'ai monté mon truc. Aux Zèbres de Belleville, c'est quand même l'endroit historique, si je me trompe pas. Alors non, nous on a commencé dans un squat à Bastille, boulevard de la Bastille. Et alors à quelle époque, c'était quelle année? Alors ça c'était sur la saison 2016-2017, ah bah, okay, 2016. Où il a fallu tout installer parce que c'était l'ancien Pôle emploi international. Maintenant c'est un bricolex et donc il fallait tout créer, une scène, trouver des lumières, piquer un spot à Julie Desmonts, une sono à une copine. C'est le cabaret de la débrouille. Vraiment. Ça a toujours gardé d'ailleurs, je trouve, ce caractère authentique, ou même quand on foire sur scène, on s'en fout, c'est le cabaret de la débrouille. Bah ouais, on assume tout, mais ça c'est un truc, souvent au cabaret, on assume tout ce qui peut rater, tout ce qui peut à côté, parce qu'on assume d'être dans la vraie vie, dans la réalité, et tous ensemble dans la même pièce. Et donc on a commencé au squat, à faire des spectacles au chapeau, et à quand même pouvoir tous très bien se payer. Ensuite on a fait une année dans une cave sur l'île Saint-Louis, un quai Bourbon, qui était assez iconique, à faire un spectacle un mardi sur deux. Alors nous quand on y était, ça s'appelait Madame Louis, ça s'est longtemps appelé le Frampino. J'ai fait du stand-up là-bas. Il y a eu plusieurs noms à ce lieu. Le premier cabaret a été ouvert en janvier 1793 par une femme qui s'appelait Céline Renaud. 1793 ? Ouais. Pendant la Révolution française ? Ouais, par une femme qui s'appelait Céline Renaud et qui a fini guillotinée en juin 1793 parce qu'elle prévoyait un attentat contre Robespierre, comme quoi les cabarets ont toujours été politiques. Et ça, c'était vraiment une belle année à faire un nouveau spectacle toutes les 2 semaines, c'était la folie furieuse. Et à la fin de cette saison, on est arrivé aux Zèbres.
Et on a fait, et c'est notre maison depuis, après une petite incartade au Bataclan l'année dernière. Au Bataclan, ouais, qui était superbe. Ensuite, tu as aussi été chroniqueur à Radio Nova, avec qui tu as fait un podcast où tu as rencontré ta nouvelle meilleure amie, Mao, dans l'émission de Marie Bonisso, qui est une incroyable journaliste, évidemment, que l'on salue. Bon, Radio Nova, une anecdote à raconter? Quel était le moment le plus fun pour toi? C'était un grand truc de fierté, parce que Nova, c'était une radio de mon adolescence. Un de mes parrains s'appelle Léon Mercadet, était un des piliers de Nova et d'Actuel, et donc c'était une grosse émotion pour moi d'aller faire ça. Et en même temps, c'était tellement le chaos, on peut le dire. C'était l'année du confinement, tout était vide, on était guidé par personne, on savait pas quoi faire, on faisait des chroniques alors qu'on avait l'habitude de la scène, on se retrouvait devant Marie et Malo, le réalisateur de l'émission. Ouais, vraiment, c'était la solitude. 3 en studio. Heureusement, on avait des chouettes stagiaires. Ah ouais, qui étaient incroyables. Un big up à Matt aussi. Et heureusement, ils étaient là parce que ça a été une année compliquée. Mais moi, ce qui m'a permis de survivre, en fait, Radio Nova pendant ce moment-là. Mais moi, c'est une raison de me toucher, intermittence. d'écrire. Et c'est la première fois que j'ai eu l'intermittence, c'est grâce à ça. Moi aussi. Mon intermittence, ma toute première intermittence après plus de 10 ans à galérer. Top là, bah pareil, tu vois. Nova. Merci Radio Nova de nous avoir fait sortir de la rue. Prendre des douches. Et d'ailleurs, avec eux, j'ai fait un super podcast avec Radio Nova et la SACEM. C'est ça que je voulais dire. Qui s'appelle La Chose et qui est genre juste trop génial. Vous allez découvrir le pire et le meilleur des chansons paillardes et grivoises du répertoire français. J'ai vu ça. Est-ce que je pense que Audrey va pas mal revenir sûrement sur ton action cabaret de Poussière. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué quand j'y étais, et en tant que spectatrice et en tant qu'artiste, c'est que j'ai rarement vu un événement qui pouvait tenir autant beaucoup que sur une personne. C'est-à-dire que tu l'incarnes. Non, mais en plus, mais c'est pas du tout pour enlever la valeur des autres qui est immense, où c'est collectif et sans les autres ça ne peut pas avoir lieu non plus. Mais en sortant, j'étais un peu en mode genre c'est fou quand une personne se bouge et décide de créer un truc, ce que ça peut faire. Voilà, ça c'était mon compliment. Est-ce que y a un moment de ta vie que j'ai oublié, dont t'aurais voulu que je parle, où je donne le micro maintenant à mon cher Audrey? Et j'ai beaucoup voyagé, ça on l'a pas beaucoup dit, mais j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. T'as beaucoup d'amis, Europe. Tu fais souvent des voyages, tu retournes les voir, tu y étais récemment. C'est ça, et beaucoup de gens que j'aime un peu partout sur cette maudite planète. Et voilà. C'est un voyageur genre 1815 quoi, quand tu vas quelque part tu tiens salle 3 à 6 mois, c'est pas un truc où t'as fait des voyages de touristes de 2 semaines. J'ai pu faire des voyages comme ça, oui effectivement je fais rarement des voyages de touristes de 2 semaines, mais j'aime bien toujours partir 2-3 mois, un peu souvent, toujours à l'arrache, sans thune, sans rien, et c'est un truc que, voilà, si t'es perdu dans ta vie, moi je dis toujours aux gens, c'est bien de partir loin, avec pas grand chose. Tout seul tout seul, c'est trop bien, ça change tout, et d'aller passer un peu de temps ailleurs dans d'autres coins du monde, ça décentre, on se rend compte que certes on a un nombril, mais c'est pas celui du monde, et qu'il y a plein d'autres gens, et qu'au final on est tous différents et tous pareils. C'est très Miss France, mais c'est très vrai, ça recadre un peu les idées. Il y a Barbara qui a une chanson qui s'appelle Les Voyages, qui est d'ailleurs écrite par un auteur québécois dont le nom m'échappe, mais Barbara, Les Voyages, allez écouter ça, tout ce qu'elle dit est vrai, et si vous êtes du père dans votre vie, comme on l'est tous en ce moment, genre cassez-vous, voyagez, revenez plus tard, ça ira mieux. Je confirme. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années, je suis partie seule quand ça allait pas trop, et ça a pas résolu tous mes problèmes, mais c'est vrai que ça recentre vraiment. Non, et puis ça donne des clés, ça donne des outils différents qu'on n'avait pas, et vraiment le voyage, quoi, pas partir en touriste, essayer de réfléchir à comment on part et où et comment on y va, mais c'est vraiment ça change la vie. Je confirme. Alors moi du coup je vais te poser des questions un peu confidence pour essayer de mieux te connaître, et moi je suis déjà allée 2 fois au cabaret de Poussière lorsque vous étiez tous au Bataclan, et j'ai vraiment été étonnée et agréablement surprise du fait que le cabaret se renouvelait sans cesse, ça change beaucoup de lieux, beaucoup de performeurs, de performances, de thématiques. Est-ce que c'est du fait que toi t'as la bougeotte, ou alors c'est juste le propre en fait du cabaret? Non, je pense que c'est le propre du cabaret, c'est assez drôle. Moi, j'ai un petit côté archiviste, j'aime bien fouiller les archives, regarder ce qui se passe du côté de l'histoire, et c'est fou le nombre de fois, même pour des papiers parfois des années 50, 60, dans des guides sur les cabarets parisiens du 19e siècle, on retrouve toujours cette espèce d'angle du renouveau du cabaret, du « oh là là, regardez la nouvelle vitalité des cabarets, c'était pas comme ça avant, mais maintenant ça y est, c'est reparti ». Et c'est fou, tout le monde dit ça tout le temps, et je pense que c'est au final propre à quelque chose du cabaret qui est un jaillissement de la vie, en fait, je pense, avant tout, une explosion de la réalité qui se sublime, qui se magnifie, qui se processe en groupe, et qui fait c'est une forme qui reste profondément pertinente puisqu'elle colle tout le temps à l'actualité, et qui fait aussi que c'est une forme qui peut parfois se démoder extrêmement rapidement. Quand j'ai fouillé dans les archives de la SACEM pour les chansons grivoises, il y a des chansons, c'est juste
plus possible. Il y a des choses... Ça passerait pas, quoi. Non. Et puis c'est pas que ça passerait pas, c'est qu'on a tellement changé de société, de paradigme depuis, qu'il y a des angles de vue qui sont complètement obsolètes maintenant aussi. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que ça nous amène à comprendre une société, une époque, un moment. Je pense notamment au texte des chansons de Begin, qui vont être jouées dans des lieux qu'on peut apparenter à des cabarets, à Saint-Pierre, à la Martinique, je pense notamment. Quand on voit les textes, c'est très drôle. Il y a des chansons en Begin qui parlent des candidats à l'élection, à la députation pour la prochaine élection législative en Martinique ou en Guadeloupe, et qui les nomment et qui parlent un peu de leur programme et qui se foutent un peu de leur gueule. Alors on écoute ça aujourd'hui, oui, c'est daté et complètement... Enfin, on rattache à rien. Et en même temps, c'est fou de se dire que c'était ça qu'on mettait en musique, c'était ça qu'on mettait en chanson, et qu'on faisait déjà des blagues sur les députés qui venaient nous expliquer la vie et comment fallait faire, et qu'il y avait cette réponse du bas peuple vers les puissants qui existait déjà. Donc voilà. Ouais, mais c'est trop intéressant. Mais justement, je rebondis sur ce podcast avec la SACEM, où du coup, je crois que c'est avec Nina Gatt. Nina Gatt, exactement. Ouais, c'est ça. Vous dénichez du coup des chansons paillardes du siècle dernier, donc dans le podcast qui s'appelle La Chose sur Radio Nova, c'est bien ça? Exactement. Et disponible sur toutes les plateformes, sauf les pétrolières. J'aime bien quand tu fais une voix sensuelle quand il s'agit de vendre quelque chose. Oh, oui. Parce que la sensualité, ça fait vendre. Alors pourquoi cette passion, justement, tu parlais aussi tout à l'heure d'archivage, cette passion pour dépoussiérer les vieilles choses, et d'ailleurs le fait de dire dépoussiérer, ça me fait penser au cabaret de poussière et aussi à ton nom de scène. Pourquoi cabaret de poussière, et pourquoi est-ce que tu aimes autant dépoussiérer les choses? Alors ça fait beaucoup de réponses à la fois et je suis vraiment pas organisé dans mon esprit, mais déjà j'aime beaucoup dépoussiérer les choses. Je m'en fous de dépoussiérer les choses si elles ont de la poussière dessus, c'est pas forcément mal, mais j'aime bien les regarder, l'histoire, regarder d'où on vient. Ça nous permet de savoir un peu d'où on va. Je sais plus qui dit ça, mais tout le monde a paraphrasé un peu ce genre de phrase. Si tu connais pas ton passé, comment savoir ton futur ou ton présent? Exactement. Et Manu, tu descends. Pourquoi? C'est ton destin. Et je pense que c'est important d'aller regarder ce qui s'est fait avant nous, ce qui s'est dit avant nous, quelles ont été les réponses qu'on a pu y trouver, quelles ont été les réponses qu'on n'y a pas trouvées, justement. Comment on peut mieux faire, comment on peut améliorer ce qui a été déjà fait. C'est comment parfois ce qui s'est passé peut nous éclairer. Je pense que c'est extrêmement important, et en plus je suis un grand insomniaque, et donc j'ai besoin de m'occuper pendant la nuit, et du coup je lis, et je suis curieux, et donc je vais chercher des choses et j'essaye de comprendre, et je m'ennuie jamais à découvrir des trucs. Et par le cabaret et par ce podcast et d'autres formes, je me rends compte que quand je transmets ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu capter, je me rends compte que les gens, ça les intéresse, et qu'on nous en parle peu dans le reste de la société, parce qu'on se dit, faut pas faire chier les gens. Mais en fait, quand Clara Brightman vient nous faire une conférence de 10 minutes sur l'histoire des prisons parisiennes, sur l'histoire de la Guadeloupe ou l'origine du bigophone, ça passionne les gens. Sur le redoublement en chemeux dans le yiddish et son influence sur l'anglais américain du Nord-Est, et toutes les implications culturelles, politiques que ça peut avoir, et tout ce que ça dit de nous sur tout un tas de choses. Ça passionne les gens. Quand on parle à l'intelligence des gens écoutent, et les gens sont là. Donc oui, il faut parler à l'intelligence des gens. Je cherche des choses, je les trouve sympas, j'ai envie de les transmettre, et je me rends compte que ça marche. Donc voilà pourquoi je le fais. Ok. Et pourquoi la poussière? Alors déjà, moi, mon nom de poussière, moi j'ai une admiration sans borne. Je sais plus très bien comment. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait des belles bibliothèques, et donc je suis tombé assez vite dans la poésie de Maya Angelou. Et au début de mon adolescence, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait David Bowie, alors par ses CD, pas du tout en vrai. Et un jour, en lisant un poème de Maya Angelou qui disait « Pourtant, comme la poussière, je m'élève », il y a une espèce de match qu'a fait, et j'ai dit ok, ce sera Dust, and still, like dust, I'll rise, que je me suis fait tatouer sur le bras il y a des années. Et donc ça vient d'un poème qui t'a touché. Et ouais, ça devient un poème qui m'a beaucoup touché, parce qu'en plus la démarche de Maya Angelou, je la trouve très forte et très puissante. Je trouve qu'elle est précurseur de beaucoup de choses dans la lutte contre le sida, d'une parole à la première personne, une prise de parole à la première personne pour raconter son histoire, d'où on vient, ses luttes, ses errements, ses questionnements à l'intérieur de ses luttes. Enfin, pour moi, Maya Angelou, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel dans notre siècle. Et pour le cabaret, je trouvais que c'était chouette, parce que la poussière, c'est à la fois
une chose, c'est la poussière, et en même temps, c'est forcément constitué d'énormément de petits bouts, de petits débris de choses, de matières synthétiques, de peau humaine, de morceaux de cheveux, d'un peu de tout ça. Et je trouvais que c'était une belle métaphore pour ce qu'on faisait au cabaret. C'est vrai. Bien, super. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de renouveau, de renouvellement sans cesse, hyper fréquent du cabaret. Est-ce que toi, tu penses que aujourd'hui il y a un renouveau? Parce que c'est vrai qu'en faisant des petites recherches, j'ai encore vu par exemple que le cabaret de Poussière renouvelait le genre, renouvelait le cabaret. Est-ce qu'il y a vraiment un renouveau du cabaret? Alors non, moi je pense que, en tout cas, ce qu'on fait à Poussière n'est absolument pas un renouveau à proprement parler. On est, au contraire, on s'inscrit vraiment profondément dans une démarche traditionnelle à Paris depuis déjà plusieurs siècles. Effectivement, on diffère un petit peu d'un lieu comme le Moulin Rouge, mais qui représente le cabaret sous sa forme de grande revue, qui existe aussi et qui est effectivement différent de nous, mais qui est quelque chose de beaucoup plus récent, qu'apparaît dans l'après-guerre, avec notamment les allers-retours de Lynn Renaud entre Las Vegas et Paris où elle fait des grandes revues au Casino, et Las Vegas où elle présente des revues parisiennes. Et donc c'est un peu, aujourd'hui, ces grandes revues qu'on voit en France sont le fruit de ça, de cette rencontre entre un art très parisien, très français, et une façon très américaine de présenter les spectacles. Mais nous, ce qu'on fait n'est absolument pas nouveau. On est vraiment dans une démarche purement traditionnelle des cabarets parisiens, c'est-à-dire de montrer les artistes parisiens tels qu'ils galèrent, tels qu'ils vivent aujourd'hui à Paris, tout en leur laissant une liberté de parole, de gestes, de mouvement absolument totale et absolue, puisque c'est une des conditions du cabaret. Mais aujourd'hui, ce qui existe, par contre, c'est une nouvelle prise de pouvoir de la part des artistes, qui n'est pas la première dans l'histoire des cabarets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de troupes se constituer, sans forcément de patron, ou des espaces se créer avec énormément de liberté, centrés d'abord sur les artistes, avant de se centrer sur des histoires de rentabilité ou de profit, avec des démarches profondément artistiques. Je pense au cabaret Vénus Noire de Michel Thibola. Je pense à La Bouche, bien sûr, le cabaret queer autogéré Porte de Clignancourt. Je pense au cabaret Le Secret de Monsieur K. Nous aussi au cabaret de Poussière, dans une certaine mesure. Et bien d'autres lieux. Je pense aussi à la Sirène à Barbe à Dieppe, qui, même s'ils ont un patron, est quand même... c'est un patron qui est aussi artiste et qui est aussi sur scène et qui est dans une démarche artistique de laisser de la liberté à ces artistes de faire ce qu'ils ont envie d'y faire. Donc c'est peut-être ça qui se passe là ces dernières années et qui fait un peu parler les journalistes. Il y a beaucoup de choses qui font parler les journalistes. Mais et du coup, je m'interrogeais beaucoup sur le processus de création de chaque interprétation. Est-ce que c'est toi, par exemple, qui choisis les artistes, les performances? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait, pour qu'il y ait autant de renouveau à chaque numéro? Alors, c'est effectivement moi qui choisis les artistes, en discussion avec, bien sûr, toujours l'orchestre, Xavier Belin, Di Wang, Laure Sanchez, Simon Lemonnier, et avec, bien sûr, Clara Reitman, notre metteuse en scène. Mais c'est effectivement moi qui choisis les artistes, et ensuite, ensemble, on constitue les spectacles. Après, je sais pas, peut-être t'as un numéro en particulier qui t'a marqué, que je peux te raconter, parce que nous, comme on crée des numéros tous les mois, ça change tout le temps, en fait. Donc, le processus est différent. Il y a des fois des artistes qui nous ramènent des choses, des fois, c'est nous qui nourrissons les artistes. Parfois, moi, j'écris un numéro entier ou une chanson complète pour un artiste. Parfois, on fait choisir dans notre répertoire existant aux artistes. On dit, voilà, toutes les chansons, est-ce qu'il y en a une qui te plaît? J'ai une amie qui a participé il y a pas longtemps, en plus de Mao, mais Sophie Solivo, du coup. Oh, l'incroyable, notre maître. C'est ma chef de cœur. Solivo. Non, mais la gagnante du siècle, la winner du siècle, vraiment grosse winneuse. Incroyable. Maître Sophie Solivo. Ouais, du coup, je fais partie d'une chorale afroféministe et c'est la chef de chœur de cette chorale qui s'appelle Marie Mananga. Et j'ai pas pu venir voir du coup quand elle était là. T'as manqué. Je sais. T'as manqué. Mais du coup, peut-être que tu peux nous parler de justement ce processus créatif-là. Comment ça s'est passé? Le PLS intergalactique. Alors, c'est pas très représentatif et en même temps si, parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'artiste qui nous a nourris. C'est vraiment Sophie qui est arrivée avec déjà une démarche, avec déjà un répertoire, des chansons, un propos dans tout ce qu'elle fait artistiquement, qui nous plaisait, nous parle beaucoup, parce qu'en plus, on a des démarches assez similaires à plein d'aspects. Donc, c'est vraiment Sophie qui a apporté une chanson, un chant traditionnel issu du vaudou haïtien, dans un arrangement de Toto Bicinte, qui
qui était absolument splendide, qui parlait des morts dans l'Atlantique lors de la traite humaine durant l'esclavage, et plus particulièrement les enfants morts au fond de l'Atlantique, et qui reposent encore aujourd'hui au fond de l'Atlantique. Donc c'était une chanson très forte, et que Sophie faisait d'abord chanter le public, comme elle le fait souvent. Exactement. Incroyable. Et ensuite, elle était accompagnée de tout l'orchestre, mais qui ne jouait pas leurs instruments, mais c'était mis en arc de cercle autour d'elle et harmonisait la chanson à la voix et faisait quelques percussions corporelles. Un moment absolument splendide et incroyable. Et Toujours très merveilleux. spirituel, je trouve. Très très spirituel. Et puis ensuite, elle nous faisait une chanson à la harpe, et c'était encore... Elle est J'ai l'impression que vous merveilleuse. parlez d'un dessert Encore des plus. dieux. Mais non, oui. mais c'était hallucinant, mais t'imagines même pas, c'était une dinguerie. En plus, elle a une façon de caresser son instrument qui est unique. Elle a une puissance, une présence. C'est la seule fois au Cabaret de Poussière où tous les soirs, on a eu une standing ovation au même endroit, au même moment, avec la même intensité. Enfin, les salles, ça change d'un soir Bien sur sûr. l'autre, c'est différent. Les publics reçoivent les choses différemment. C'est pas parce qu'ils se lèvent pas qu'ils ont pas aimé, loin de là. Oui. Mais là, il y avait vraiment cette même réaction à chaque fois organique wow, du oui. public, C'est vrai. de waouh. Et alors, j'en profite du coup pour vous dire que je vais pas du tout prêcher pour ma paroisse, mais pour celle de Sophie Soliveau. Alors, elle a terminé sa campagne de financement participatif pour son premier EP, et elle a explosé les scores, et c'est très bien. Mais il y a un scandale sur cette basse terre, c'est que Sophie Soliveau ne possède pas de harpe, parce qu'une harpe à pédale, pas une harpe celtique, mais une harpe à pédale, ça coûte 70 000 €. Donc, on est à la recherche de quelqu'un, parce qu'il y a des gens, parfois, qui viennent de familles aisées, qui, quand ils sont enfants, ils font de la harpe, donc les parents achètent une harpe, mais quand ils grandissent et qu'ils déménagent de chez les parents, bah, ils emportent pas la harpe, parce que c'est quand même grand, et donc la harpe, elle reste chez les parents à prendre la poussière. Si vous avez une harpe qui prend la poussière chez vos parents, S'il vous contactez plaît. les mains dans la pop, qui fera suivre Oui. à Sophie Soliveau. C'est vraiment important. Carrément. On sait que ça existe. C'est ma nouvelle marotte maintenant. À chaque Non, fois mais qu'on c'est m'offre vrai. un micro, j'en parle. Parce que vraiment, on sait qu'il y a des harpes qui prennent la poussière en France, et je sais que vous avez envie qu'on joue votre harpe. Allez découvrir Sophie Soliveau, Sophie avec un Y. Oui, C'est exactement. vraiment une personne incroyable, Ouais. un maître de la musique, notre maître, mon maître en tout cas. Vraiment, je confirme, allez regarder le travail de Sophie Soliveau, qui pour moi est vraiment une artiste extraordinaire. Et du coup, c'est ma dernière question. Il y a pas longtemps, j'ai vu que tu étais l'invité de Qui est Miss dans Rends la joie sur Mediapart. Qui est mis. Aussi, voilà. Vous, on parle quand même que de belles personnes. Oh, c'est mais ça. que des gens incroyables. Oui. C'est vrai. Et du coup, et ça me fait penser au fait que ton travail est très aussi centré autour de l'humour, de l'autodérision, de la joie. Tout ça, est-ce que pour toi c'est nécessaire dans ton travail artistique, dans ta lutte politique ? Ah non, mais la joie, c'est pas une histoire de est-ce que c'est nécessaire ou pas. La joie, c'est tout. De l'entretenir en tout cas. La joie, c'est tout. On oublie parfois, surtout, on est des générations pas très optimistes de façon générale. On a des moments, hein, on prend de l'AMD et tout d'un coup tout va bien, mais dans l'absolu, c'est pas dingue non plus, quoi. Et on a tendance à oublier, mais la joie, c'est tout. Ça doit être notre seul guide, ça doit être notre seule lumière. Si on se bat, si je suis en colère, moi, mais c'est par et pour ma joie. Et c'est grâce à ma joie. Je sais pas comment le dire, mais si je milite contre les frontières, si je trouve que les frontières sont une aberration de l'espèce humaine, si je pense que les frontières ne devraient pas exister, c'est parce que je crois qu'on devrait pouvoir bouger partout. Et pourquoi on devrait bouger partout ? Mais pour être à l'endroit qui nous procure de la joie, où on est en paix. Et tout est comme ça. Pourquoi on milite pour l'égalité des droits ? Au final, au fond du fond, mais c'est pour avoir accès à la joie, à la paix, tranquille. Si on veut, je prends un exemple, je sais pas, mais de la contraception. Si on veut l'accès à la contraception, mais c'est pour pouvoir baiser tranquille, pour pouvoir être maître de nos corps, en paix, et sans commencer à se prendre le chou, à s'inquiéter de est-ce qu'on va choper des maladies, est-ce qu'on va choper des enfants, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non. Si on se bat, c'est avant tout pour la joie. Et ça doit être que ça, notre moteur dans la vie. Et je crois à la joie. Je crois à la joie comme un outil politique. Il n'y a rien qui rend Christine Boutin plus triste et énervée que de voir de PD ou de Gwyn joyeuse. Eh ben, soyons joyeux. Ils n'auront pas notre misère, ils n'auront pas notre tristesse, ils nous font vivre assez d'horreur au quotidien, tout le temps. On va pas en plus leur donner nos larmes. Nos larmes, elles nous appartiennent, elles sont pour nous, elles nous guérissent, mais c'est chez nous.
on leur donnera que notre joie. C'est super beau ce que tu dis. Donc, Kiyemi se disait que j'en avais discuté avec elle et elle me disait que pour elle, la colère c'était la joie frustrée et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'on est en colère quand on n'a pas accès à cette joie en fait. Et en même temps, moi je crois très fort que la colère est un cadeau. Je Ah crois oui, c'est très quelque fort chose que de positif aussi. la colère, pas tout le temps, pas dans tous les contextes, pas chez tout le monde, mais je crois que chez nous et chez toutes les personnes minorisées, il faut pas sous-estimer la puissance et l'importance et la justesse de nos colères et de ces colères, et que on a le droit d'être en colère et que c'est nécessaire et que ça peut être un moteur pour se lever le matin. Et tant mieux. Mais il faut jamais oublier que derrière et que l'objectif, c'est notre joie. Et c'est vers elle qu'on va en chantant. Merci pour ce mot de la fin, tout en joie. Merci Martin. Moi, je vous aime. Pareil. Zème. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, chers amours, si Kumbis n'est pas là, mais c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'elle est dans le feu de l'action de son autre travail, couvrir la mode à Combini. Et donc, en ce moment même, elle est au front row de Vuitton. Et du coup, elle va réussir à vous faire un débrief cache-pistache nature peinture qui sera plus vrai que nature, puisque ce sera un reportage qui vient de là où elle est. Et c'est ça qu'on va écouter tout de suite. Hello Mao, hello Audrey, il est 2h25 du matin et si j'envoie une note vocale si tardive, c'est que c'est la Fashion Week Homme à Paris et que j'enchaîne les défilés. Il y a défilé sur défilé sur défilé et après les défilés, il y a des after-parties, des events, ça s'arrête jamais. Mais si je dois vous parler d'un truc que j'ai vu et kiffé cette semaine, c'était le show Louis Vuitton du 20 mai sur le Pont Neuf. C'était le premier show Louis Vuitton avec Pharrell Williams en tant que directeur artistique de l'homme et c'était vraiment the event, genre tout le monde voulait y aller. Pourquoi ? Parce que depuis que Virgil Abloh est mort et qu'il n'est plus du coup à la tête de Louis Vuitton Homme, on se demandait quelle direction allait prendre la maison. On sait très bien que Louis Vuitton a ramené l'urbain, la street, le moderne, le sexy, l'outrageux chez l'homme de Louis Vuitton. On s'est demandé qu'est-ce qu'elle allait faire à la maison. Est-ce qu'elle allait revenir un peu vers le passé et devenir un peu plus sobre ? Est-ce qu'ils allaient reprendre par exemple un designer encore plus street, un designer un peu plus sage, un designer connu, un inconnu ? Et du coup, quand ils ont nommé Pharrell Williams en tant que directeur artistique, tout le monde s'est dit damn, like, ok d'accord, il a un style de ouf, mais c'est d'abord tout un artiste avant d'être un styliste. Donc les gens se sont dit soit oh mais on en a marre, toujours des gens connus. Écoutez, il y a des gens qui font des écoles de stylisme pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui aimeraient bien être embauchés et c'est normal et c'est vrai. Mais moi j'avais hâte de voir ce qu'il allait donner et il a donné ce qu'il devait donner. Je me suis dit c'est un artiste et j'ai hâte de voir comment il va mettre son esprit et son aura dans la maison et le défilé était vraiment au-dessus de mes attentes. Il a vraiment rempli, m'a comblé de joie. Je suis rentrée chez moi à 2h du matin, j'avais mal aux pieds, mais je me suis dit, je suis contente d'y avoir été. Donc ça a commencé à 20h30, quand ils sont venus nous chercher sur un petit quai avec un bateau. Il y avait plein de gens hyper stylés, hyper bronzés. On voit qu'ils viennent de Monaco et qui n'ont pas été en classe éco, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on est arrivé sur le Pont Neuf, recouvert d'une feuille d'or. J'ai été chercher mon don au 3e rang. Je me suis dit, allez, l'année prochaine, je serai au 1er rang ou au 2e rang. Tu vois, chaque année, on avance d'un rang. Donc, faut savoir que dans la Fashion Week, 1er rang, c'est le plus important. Après, moins important. Après, moins important. Et quand t'es debout, c'est vraiment que t'es pas important parce que t'es là, mais pose-toi des questions, quoi. Donc, voilà. Et donc, quand je suis arrivée, il y avait tellement de stars que je me suis dit, il suffirait que j'en kidnappe une ou deux pour payer même la pension de mon fils, quoi. Donc, j'ai vu Beyoncé, j'ai vu Zendaya, j'ai vu Kelly Rowland. Je me retourne, je suis à 1 centimètre de Kim Kardashian. Je lui ai dit, can I film you? Elle a dit yes of course. J'ai dit oh là là, elle est très mignonne, elle est très gentille. Elle est à côté de Jared Leto qui était un peu plus problématique, donc j'ai dit ok d'accord, lui je ne lui parle pas. Et après je marche pour voir Beyoncé parce que je savais qu'elle était là. Quelqu'un me pousse et je vois que c'est Offset qui dit bonjour à Busta Rhymes. Alors que je me retourne, je vois Miguel là, le chanteur tout seul avec sa petite valise. Je me suis dit oh là là, est-ce que je suis arrivée au paradis? Et après ça, le show a commencé. Et je peux vous dire que chez l'homme, il y avait beaucoup de couleurs.
il a osé la couleur et ça ne m'étonne pas de lui en fait. Donc ça veut dire que l'homme Louis Vuitton, il ose être m'as-tu vu et il ose être vu et il ose donner plus qu'il faut parce que la vie est trop courte pour faire dans le minimalisme. Là on est dans le maximalisme, on est dans les logos, on est dans le flashy et donc voilà. Le show était vraiment dingue. C'est terminé sur un concert de Jay-Z et Pharrell Williams. Et quand on a entendu Niggas in Paris chanter par Jay-Z in Paris, c'était une dinguerie. Et on était trop heureux. On s'est dit, oh là là, quelle consécration. 2 hommes noirs qui ont fermé le Pont Neuf, quoi, devant la Samaritaine. Et ils chantent Niggas in Paris devant plein de gens qui osent pas dire le N-word, j'espère, ou qui le disent. Non, parce que quand on n'est pas noir, on ne peut pas dire le N-word. Donc, je n'ai pas vérifié qui le disait, qui le disait pas. J'étais trop occupée à m'ambiancer, mais j'espère qu'ils l'ont pas dit. Et donc, voilà. C'est un peu long. Je vous avoue, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vous retrouve la semaine prochaine. Vous me manquez. On aura encore l'occasion de parler de la Fashion Week, de si vous voulez savoir quelles sont les tendances de l'homme ou de la femme cette année, je vous dirai. Juste un petit mémo, petit PS. J'ai vu beaucoup de raies de fesses à Egon Lab. Et demain, il y a le défilé Ami. Donc aujourd'hui, le 23 juin à 20h, je serai au défilé Ami. Il y aura sûrement plein de stars de Netflix, plein de stars de la chanson, et aussi Naomi Campbell qui était au show. Donc voilà, on se voit bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma longue note vocale. Mais je voulais vous parler un peu de tout, parce que souvent la mode est vue comme futile, mais le futile est utile, parce qu'il fait bouger les choses, doucement mais sûrement. Donc voilà, on est ensemble. Bisous. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill. Si vous avez été vilain ou vilaine, ouh là là, j'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Alors je vais parler de quelqu'un qui a été très vilain, Martin. Qui ça, moi? You wish. Il y a un homme qui s'appelle Michel Pial qui a enfin avoué avoir tué sa femme Karine Esquivillon. Ouais, c'est ça la descente après la montée. Changement d'ambiance. Ouais, vraiment. Disparu en mars dernier. Est-ce que vous avez entendu parler de ce fait divers? Ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. En fait, j'ai vu des vidéos du mec, il y avait un reportage sur lui. Le truc, bon, c'est un peu typique. C'est en gros un mec mythomane qui a tué sa femme. Et ça fait des mois qu'il est mythomane face aux caméras de tout le monde et qu'on pense qu'il est pleuré ou que la femme a quitté comment on appelle ça, le domicile conjugal, comme si elle avait abandonné quelque chose, alors qu'évidemment, l'abandonneur et le connard, c'était lui. Alors, depuis le 27 mars dernier, la Vendée la cherche. Après 2 mois, il avoue, après avoir été invité sur toutes les télés, qu'il est responsable de sa disparition. Donc cet homme de 51 ans, mais mérite vraiment un Oscar. Le 20 mai dernier, il est sur BFM TV, et vraiment, cache caméra, il dit elle est partie volontairement. Ça, c'est certain. Genre, maintenant, il a avoué qu'il l'avait tué. Ouais. Donc, fait divers qui n'est pas sans rappeler l'affaire Daval, puisque c'est un classique, le mari qui dit mais où qu'elle est, mais c'est toi qui sais où elle est. Et en plus, vraiment, c'est terrible, parce que quand tu sais le dessous, il est en mode c'est fou, elle a pris des affaires dans différents endroits de la maison sans que je l'entende. Genre, le mec se remémore son Cluedo à la télé nationale. La perversité du gars. Bref, en plus, il continue, il dit alors ça, vraiment lunaire. Genre là, vraiment, même Pierre Nina, il serait en mode genre, je peux pas faire ce rôle. Il est en mode, je l'ai pas vu prendre ses affaires, parce qu'en fait, je cherchais le chat dans le jardin. Et j'en ai marre, parce qu'on me dit qu'être allé chercher le chat, c'est un alibi. C'était bref. Et puis après il est en mode de toute façon je devais aller chercher les enfants à 16h30. Donc là c'est encore plus terrible quand le mec te raconte ça, il a fait semblant d'aller chercher le chat alors qu'il tuait sa meuf avant d'aller chercher les enfants. Bref, la confiance en soi, ou plutôt moi je me dis la confiance sur le fait que la justice ne ferait pas son travail pour réparer la disparition des femmes, pour pouvoir dire ça. Son avocate depuis dit qu'il est soulagé, mais tu m'étonnes après une performance comme ça. Et la preuve de sa mythomanie, c'est qu'il continue aujourd'hui. Donc là c'est l'avocate qui parle pour lui. Lors de ses aveux, le mari de Karine Esquivillon affirme en tout cas à tout le monde et aux gendarmes que s'il l'a tué, maintenant ce serait un accident, parce qu'il prenait en photo une carabine munie d'un silencieux en vue de la mettre en vente. En tout cas, vu comment ce monsieur a dit la vérité depuis 2 mois, je pense évidemment qu'on va pas le croire. Bref, chouchou, tu peux aller prendre un train directement pour l'enfer, monsieur le vilain. C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante, mais j'adore.
C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors je vais vous parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 9 juin dernier, qui s'appelle Manifeste pour une démocratie déviante, Amour queer face au fascisme de Costenza Spina. Alors c'est le premier livre des éditions Trouble, c'est des éditions qui éditent le magazine Censored, c'est une revue queer, artistique et féministe. Et donc ce livre-là est sorti le 9 juin dernier. L'auteurice, si vous ne la connaissez pas, s'appelle Costenza Spina. C'est une journaliste indépendante et fondatrice du média Manifesto 21. Ouais, j'adore Quel travail, bravo. Elle a grandi en Italie jusqu'à ses 17 ans et elle a quitté son pays pour échapper au conservatisme du régime de droite au pouvoir. Et elle est aussi directrice éditoriale du podcast Lesbienne au coin du feu, écrit par Atina Gandry et auteurice de plein d'articles super cool, dont Nous sommes à l'aube d'une révolution romantique queer intersectionnelle, publié sur Manifesto 21. Et du coup, ce livre que j'ai eu l'occasion de lire et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai déjà dit plusieurs fois, où Costenza Spina explore de nouvelles perspectives et une révolution romantique queer et collective comme un petit peu un remède contre la montée des extrêmes droites. Et du coup, c'est un essai qui est à la fois politique, mais aussi très poétique. Il y a un équilibre qui est très intéressant et du coup, ce qui fait que le livre est très accessible et qui montre la façon dont les relations queer et les luttes intersectionnelles, elles peuvent transformer en fait nos démocraties. Et donc Costenza, et il y a le même parti d'Italie tout à l'heure, je le disais, face à la montée de l'extrême droite et la propagation du fascisme. Et en fait, cette propagation, cette montée de l'extrême droite, ça sert de fil rouge tout au long du livre. Pour nous dire, voilà, c'est urgent en fait d'inverser la tendance, de s'organiser en communauté. C'est un petit peu le message du livre. Et le livre va commencer par analyser en détail ce que c'est que le fascisme, quelles sont ses sources, et démontrer comment les personnes considérées comme déviantes, donc hors normes, queer, ont toujours en fait tenté de trouver des alternatives pour parvenir à s'aimer, à prendre soin les uns les unes des autres, à promouvoir des formes de justice aussi alternatives, même au sein d'un système violent, mortifère, etc. Et le livre, du coup, offre des pistes assez concrètes sur la façon dont on peut s'organiser face à cette montée des extrêmes droites. Et la façon aussi dont on peut s'inspirer du coup des amours queer. Voilà, donc je trouve ça hyper intéressant comme angle. J'avais jamais lu de livre sur le fascisme comme ça. De premier abord, ça peut un peu effrayer, mais pas du tout parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un équilibre entre poésie et politique, et puis aussi entre essais et récits très intimes, très personnels de Costenza. L'ouvrage contient plein d'angles différents, dont des passages où Costenza explique comment les systèmes oppressifs nous dépouillent complètement de notre autonomie et nous font nous sentir comme si notre corps en fait ne nous appartenait pas, et c'est vraiment propre en fait à tous les systèmes oppressifs et écrasants. Voilà, et puis il y a aussi plein de passages très intimes comme je le disais, et dont un passage aussi qui fait le parallèle entre le fascisme et la religion, avec une énumération de tous les principes qui sont un peu similaires, par exemple l'adhésion à des croyances, les hiérarchies, les rituels, les symboles aussi. Il y a tout un chapitre autour des symboles du fascisme, et aussi le rejet des minorités. Et moi, je trouve que c'est un parallèle hyper intéressant. Je m'intéresse beaucoup à tous les parallèles entre queer et religion. Et donc, ce livre-là en parle très bien. Et propose aussi des perspectives de guérison, des perspectives de mobilisation, comme je le disais tout à l'heure, qui sont basées sur la communauté, inspirées de l'amour et de la joie queer. Et il y a tout un passage aussi que j'ai trouvé hyper intéressant et inédit sur comment militer quand on est introverti, quand on est timide, et quand par exemple on est queer, introverti, et qu'on n'a pas accès à tous ces espaces de fête qui sont hyper importants, mais du coup il y a des personnes, mais même si au-delà... c'est juste pas ta personnalité, ou que tu as du mal avec les bains sonores. Exactement, même au-delà du fait d'être introverti, il y a des personnes juste qui ne peuvent pas être dans une foule bruyante. Ça, on manque d'espace chill, hein. Je suis bien d'accord. C'est ça, et il y a tout un chapitre sur ça, et je trouve ça hyper important, hyper intéressant de savoir qu'on
on peut faire partie des communautés queer, lutter sans forcément aller manifester ou aller en teuf. Donc voilà, allez lire ce livre. Le sujet est très intéressant. Le livre est accessible. Il y a un bon équilibre entre toutes les différentes parties. Et donc ça s'appelle Manifeste pour une démocratie déviante, amour queer face au fascisme de Costenza Spina aux éditions Trouble. Merci beaucoup Audrey. Alors moi, juste en complément, ça me fait... Il y a beaucoup de choses que tu viens de dire qui m'ont fait penser à un livre, il y a un super petit livre d'histoire qui s'appelle Histoire du mouvement antifasciste par Marc Bray, qui est vraiment extrêmement bien et qui donne aussi plein de petites clés en racontant des histoires de lutte, notamment comment une petite ville du Danemark a réussi à lutter contre des nazis qui avaient réussi à récupérer un immeuble entier pour s'installer. Et la petite ville a réussi à le faire partir en chantant des chansons tous les soirs à 18h devant l'immeuble. Trop bien, merci. Merci Martin, on va se précipiter sur ce livre, si en tout cas vous ne vous précipitez pas sur Manifeste pour une démocratie déviante de Costenza Spina. Merci Audrey pour ta fabulousness d'aujourd'hui et de toujours. Merci à moi-même d'être encore vivante et merci Martin de faire le cabaret de poussière, c'est incroyable. Merci. Merci Paris. On t'aime. Merci d'exister. Merci Paris. Merci l'Europe. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin.